Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Maroc-France, un face-à-face inédit en demi-finale du mondial et ce rendez-vous c'est ce soir à 20h. Le monde est suspendu à cette rencontre inimaginable il y a encore quelques semaines. Deux équipes, deux pays, deux histoires et deux destins partagés. Le duel s'annonce serré. Les Lions de l'Atlas ont un nouveau rendez-vous avec l'histoire. Le Maroc est le premier pays africain, arabe et musulman à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Et cet exploit fait parler de lui partout dans le monde. Soutenu par un public hors pair, le Royaume du Maroc porte l'espoir du monde arabe et du continent africain. Un nouveau destin qui se joue donc ce soir à la lumière de ces histoires intimement entrecroisées du Maroc et de la France depuis plus d'un siècle. Vous l'avez deviné, on va parler de football. Le football en tant que véritable caisse de résonance des sociétés. Et puis ce match tant attendu qu'on va aborder d'un point de vue sociologique. Avec nous justement depuis Marseille, le sociologue Raphaël Liogier. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, quelle première analyse globalisée faites-vous d'un point de vue purement sociologique de cette rencontre entre l'équipe du Maroc face à celle de la France, à la lumière de leur histoire commune justement ? Je dirais qu'il y a deux aspects dont on doit tenir compte et qui sont entrelacés, si je puis dire. D'un côté, il y a la dimension sportive, évidemment, puis d'un autre côté, il y a la dimension symbolique. Du point de vue sportif, il est clair que le Maroc est une équipe qui est plus que montante, qui a montré sa capacité à l'exploit et qui représente, qui représente l'espoir de tout un continent, le continent africain, et de tout un monde qu'on appelle aussi le monde arabe, qui dépasse le continent africain. Mais évidemment, le Maroc est aussi le pays qui est, le plus proche de la France. Alors elle va se battre, cette équipe, avec l'équipe d'un pays dont elle est effectivement le plus proche, je dirais, réciproquement. Parce que la France est le pays qui accueille le plus l'immigration marocaine au monde, où il y a le plus de binationaux, c'est-à-dire de Marocains qui sont en même temps dans ce pays, en France. C'est le pays au monde où il y a le plus de Marocains, si je puis dire, en dehors du Maroc. Et puis, en sens inverse, même chez des gens, même dans la majorité des Français, même de Français qui ne sont pas d'origine marocaine, c'est le pays préféré des Français au sens où c'est le pays où on va le plus habiter à l'étranger. C'est le Maroc pour les Français. Donc ça veut dire que réciproquement, c'est cela. Et puis c'est le pays aussi qui a une histoire réellement entrelacée. Une histoire qui a pu être une histoire positive, mais qui a aussi est une histoire négative, remplie de reproches, de sens de la discrimination, le passé colonial, etc., etc. Donc je crois qu'à travers ce jeu sportif, il y a énormément d'enjeux qui sont en train de se jouer, si je puis dire. Donc, au Maroc et ailleurs dans le monde, les Marocains et d'autres pays, bien évidemment, qui ne sont pas forcément du Maroc, mais les pays arabes et musulmans, ils soutiennent corps et âme cette équipe devenue héroïque. Comment vous expliquez cette ferveur collective à l'égard de l'équipe du Maroc ? Je vais vous dire, de toute façon, on va dire depuis fin des années 70, début des années 80, le football est devenu en tant que tel une façon d'exprimer l'identité des villes, l'identité des régions et plus encore les identités nationales. Et donc c'est devenu une façon pour les gens de se réunir. Et aujourd'hui, ce qui est original, ce qui semble être plus original, c'est que d'habitude, ça s'arrête à l'identité nationale. Donc normal que les supporters marocains, enfin les citoyens marocains défendent leur équipe. Mais là, avec le cas du Maroc, il y a quelque chose de plus singulier, c'est que ça dépasse la nation marocaine, c'est que derrière le Maroc, il y a l'ensemble de ce monde arabo-musulman, qu'on appelle d'habitude le monde arabo-musulman, mais il y a aussi l'ensemble de l'Afrique. Alors,
il y a des raisons qui sont des raisons objectives. Les raisons objectives, c'est que c'est la première fois qu'une équipe à la fois africaine et une équipe du monde arabo-musulman arrive à ce stade de la compétition, c'est-à-dire la demi-finale. Donc c'est un véritable exploit. Donc évidemment, ça rassemble au-delà de l'État-nation marocain. Voilà. Je pense que ça, c'est l'explication essentielle qui fait que le Maroc draine cette ferveur. Et puis aussi, il y a une spécificité au Maroc, c'est que le Maroc est ce pays qui est le plus, j'allais dire, en transition positive. C'est-à-dire que l'image de l'équipe, c'est l'image de ce qui est devenu le Maroc, de ce qui est devenu ce pays. Moi, je le vois, je vis une partie de ma vie en ce moment au Maroc, à Ben Guérir, dans une université high-tech absolument extraordinaire. On voit bien que c'est un pays qui veut changer, qui veut se développer, qui réussit. Et donc, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter, comme je lisais ce matin dans un journal français. Où va s'arrêter cette équipe, mais en même temps, où va s'arrêter ce pays qui franchit toutes les étapes du progrès économique, social, culturel. Donc des victoires qui accompagnent le développement du Maroc. Alors, Raphaël, pourquoi la discipline du football en particulier suscite-t-elle une telle adhésion au sein des sociétés, une telle adhésion du public? Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui est spécifique au football. D'abord, c'est un sport qui se joue à plusieurs, qui exprime la solidarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner un match de foot tout seul. Le principe dans le match de foot, c'est la répartition des rôles, donc chacun a son rôle. Donc il y a un sentiment de fraternité qui est, si je puis dire, interne et nécessaire et induite dans le match de foot, où chacun a sa fonction, mais sa fonction complémentaire. Je vous rappelle que le match de foot, une des pratiques essentielles dans le match de foot, c'est de faire des passes. C'est-à-dire de ne pas tout ramener à soi. Une nation qui réussit, c'est le fait qu'il y a différents individus qui ne ramènent pas tout à eux, mais qui sont capables de faire des passes. Et donc, depuis les années 80-90, le football est devenu par excellence l'espace où se rencontrent les différentes parties de la nation, des parties qui peuvent avoir des rôles ou des fonctions très différentes, des parties de la population qui peuvent avoir des fonctions et des rôles très différents. C'est-à-dire que ça suscite l'intérêt à la fois de, j'allais dire, l'aristocratie au sens large, c'est-à-dire l'élite du pays, et ça suscite l'intérêt aussi des classes qui peuvent être considérées parfois comme les plus défavorisées du pays, de toutes les classes, c'est-à-dire des urbains aussi, et de ceux qui sont dans les campagnes. Donc ça rassemble toutes les populations, et ça rassemble toutes les populations, quelle que soit la fonction de ces populations, quelle que soit leur place géographique, sociale, économique dans la société. C'est pour ça que le football est devenu, pour ainsi dire, l'incarnation, l'image la plus probante et la plus claire de ce qu'est l'esprit d'un pays. Donc un espace qui rassemble. Parlons à présent de la France. Comment les médias et les citoyens abordent-ils cette demi-finale inédite entre le Maroc et la France ? Alors, il y a des aspects positifs, mais il y a des aspects qui sont un peu tristes dans cette façon de voir les choses. D'ailleurs, on a, comme je vous disais, il y a énormément de binationaux franco-marocains, des acteurs même célèbres, des humoristes célèbres, des personnalités, des hommes politiques, des ministres. Enfin, il y a une interrelation très forte. Et donc, il y a un sentiment de fraternité et il y a un sentiment de cœur partagé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, quand même, en France aujourd'hui, qui ont l'impression que c'est un match qui se joue, pour ainsi dire, à la maison, même quand on est en France, en quelque sorte. Mais à côté de ça, il y a le potentiel d'instrumentalisation par l'extrême droite, par de nouvelles formes de racisme, parce que moi j'appelais, et ce qu'on appelle aussi les populismes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les populations qui sont en France et qui sont d'origine marocaine, finalement, ne sont pas vraiment françaises, ne veulent pas s'intégrer, etc. Et on prend pour témoignage de cela les violences qui ont pu exister dans le milieu des supporters
d'individus qui sont français d'origine marocaine et qui peuvent parfois avoir été un peu au-delà d'un enthousiasme purement comment dire, non violent et avoir dépassé parfois les bornes. Mais ça, c'est le cas de tous les supportarismes. Sauf que c'est le cas des Anglais, par exemple, c'est le cas des Irlandais, c'est le cas de tout le monde, mais sauf que lorsque ça regarde les populations d'origine marocaine, immédiatement, comme il y a l'extrême droite derrière, c'est facilement instrumentalisable en disant, regardez, ils ne respectent pas le drapeau national, en fait, ils ne respectent pas notre pays, donc il faut arrêter l'immigration, etc. Et c'est immédiatement politisé. Donc il y a quand même ce risque qui est très fort. C'est pour ça qu'il y a, c'est vrai, aujourd'hui en France aussi, des milliers de policiers qui sont mobilisés pour qu'il n'y ait pas de débordement de part et d'autre. Effectivement, c'est bien dommage. Donc, pendant ce mondial, on a beaucoup parlé des valeurs portées par cette équipe du Maroc et donc de valeurs humaines, familiales, véhiculées notamment par leur coach Walid Regragui, donc celle de la Nia, que l'on pourrait traduire par un mélange de bonnes intentions et d'énergie positive, et d'Ordat Walidine, que l'on pourrait traduire par la bénédiction parentale, une forme aussi de baraka spécifiquement transmise de parents aux enfants. Pouvez-vous nous parler de toutes ces valeurs, en quoi elles ont fait le ciment de cette équipe selon vous? Non, mais justement, je crois que, vous voyez, c'est la façon, enfin l'identité d'une équipe est indissociable de l'identité d'une nation. Et l'identité marocaine, effectivement, c'est indissociable d'une certaine forme de rapport à la famille, elle-même ancrée dans une tradition. Dans même une tradition qui est le croisement de différentes tribus, de différents peuples, et qui sont unis quand même aussi par une tradition religieuse qui est l'islam, mais un islam justement ouvert, un islam compréhensif, un islam qui est, comment dire, symboliquement, qui est aussi haut en couleur, qui lui-même est très familial. Et donc on voit bien que cette équipe, elle est porteuse de ces valeurs, de valeurs de solidarité. Donc elle donne, je crois, justement, elle participe à nourrir l'imaginaire positif du Maroc, l'imaginaire positif de la culture marocaine, mais aussi l'imaginaire positif de l'islam. Et on en a bien besoin dans cette période, cette dernière période, depuis, on va dire, 2013-2014, où l'islam est de plus en plus assimilé, en tout cas en Europe, en France en particulier, à une religiosité qui serait tendanciellement violente, séparatiste, exclusive, intolérante, etc., même misogyne, alors que là, on a le contraire de la misogynie, on a le contraire de l'intolérance, on a toutes ces valeurs qui sont des valeurs familiales, de solidarité, même d'égalité entre les hommes et d'ouverture. Et donc là, ça me semble être extrêmement positif que par le sport, on puisse surmonter les préjugés habituels. Mais je vous le disais, le problème et le risque, c'est que ça produise l'effet inverse si au soir de la victoire, on dépasse les bornes et qu'il y a des violences. Parce qu'en fait, si on parle de la question du score possible, c'est-à-dire si le Maroc gagne, il faut être clair, ce sera une véritable humiliation pour l'équipe française. Donc ça peut être une humiliation symbolique, puisque c'est quand même elle est considérée comme la meilleure équipe du monde. Ils ont déjà été 2 fois champions du monde. Enfin, donc ils sont habitués à être au sommet. Alors ils seraient détrônés, donc c'est une véritable humiliation. Ça sera un échec. Alors que si le Maroc perd, ça sera pas vraiment un échec, ça sera juste une déception. Donc les enjeux sont quand même assez différents. On pourrait dire dans un sens que le Maroc a déjà gagné et il peut gagner encore plus. Et il va encore alors gagner. Alors que la France a tout à perdre. Tout à fait. Justement, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont ces valeurs nationales qui ont fait la différence lors des matchs? Je crois que la question des valeurs est souvent négligée. C'est-à-dire que, justement, une équipe n'arrive à gagner que quand elle se sent forte, quand elle se sent soutenue par son pays, qu'elle se sent soutenue collectivement, au-delà
simplement du cas des joueurs. Et quand elle est capable de gérer cet enthousiasme de façon non égoïste, c'est-à-dire dans le partage, dans la passe, dans la fluidité, la fonctionnalité du jeu. On le voit bien, une équipe qui se sent mal, qui est dans un état de psychologie collective qui n'est pas soutenue, qui n'est pas proche de ses valeurs, ben c'est une équipe qui a moins de chances de gagner. Moi, je crois que ça témoigne, au-delà de la bonne santé de l'équipe elle-même, ça témoigne de la bonne santé de la société marocaine. Donc, comme vous le savez, le Maroc en demi-finale, c'est déjà une victoire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et aussi, c'est une première dans l'histoire en Afrique et dans le monde arabe. Donc, il y a un homme derrière cet exploit, finalement. C'est Walid Regragui, qui est né en banlieue parisienne, qui a évolué en France, mais aussi au Maroc. Quel portrait sociologique feriez-vous de ce coach atypique? Je dirais, alors... dans un sens, il est atypique parce qu'il a une personnalité vraiment très singulière. Mais d'un autre côté, je dirais qu'il est le produit typique de ce que la binationalité peut faire de mieux, c'est-à-dire le mélange. Et il est l'image, il est le symbole de cette capacité qu'ont certains individus dans leur singularité de surmonter les préjugés qui peuvent être des préjugés racistes, exclusifs, mais des préjugés racistes et exclusifs, là pour le coup, qui peuvent être des préjugés de part et d'autre, quoi. C'est-à-dire, ça peut être des préjugés français à l'égard des Marocains ou des préjugés des Marocains à l'égard des Français, parce qu'il peut y avoir un sentiment de règlement de compte, d'une sorte de complexe mutuel. Et bien lui, c'est celui qui est arrivé à dépasser tous ces complexes psychiques, ces complexes collectifs qui peuvent exister de part et d'autre de la Méditerranée, entre le Maroc et la France, et à prendre le meilleur des deux. En fait, la réalité, c'est qu'il est l'incarnation du meilleur des deux, du meilleur de cette hybridation franco-marocaine. De nombreux experts affirment que le Maroc a écrit et réécrit l'histoire du football et du mondial. Qu'en pensez-vous ? Je pense en tout cas, alors je suis pas expert spécifiquement en football, donc je ne sais pas si on peut dire que si le Maroc a réécrit l'histoire du football. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le Maroc a écrit là, et ça c'est clair, c'est à mon sens indéniable, une nouvelle page de l'histoire du football et une page qui, elle, est inédite, qui n'était pas écrite. Il est clair que cette histoire d'un football africain, d'un football arabe, n'était pas écrite. Et après, on pourra dire ce qu'on veut, mais après cet exploit marocain, je rappelle, qui est déjà un exploit d'être arrivé en demi-finale, je pense que le football en Afrique et le football dans le monde arabe ne sera plus le même parce que les autres équipes vont vouloir suivre le Maroc. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas seulement ce n'est pas seulement un symbole maintenant, c'est aussi un modèle pour les autres nations africaines et les autres nations arabes. Ben, comme vous le dites justement, quels que soient les résultats de cette rencontre historique, finalement, quelque chose a finalement changé donc, dans le monde du foot. Que faudra-t-il retenir comme enseignement de ce mondial ? Alors, il y a plusieurs enseignements à retenir. Il y a énormément d'enseignements à retenir de ce mondial. C'est-à-dire que l'enseignement positif, moi j'aime retenir là déjà l'enseignement le plus positif, parce qu'il y a eu énormément de polémiques. Il y a eu des polémiques sur, vous savez, sur les travailleurs pakistanais, des polémiques sur la question écologique, l'usage exacerbé de la climatisation. Il y a eu des polémiques aussi sur le fait que le Qatar serait un pays qui n'accorde pas l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Alors tout ça a donné une atmosphère un peu qui pouvait sembler négative, mais par le sport, bien, on a réussi à surmonter, je crois, cette atmosphère négative au profit de ce que représente le sport comme force de solidarité, comme force de fraternité entre les peuples. Et ça me semble être une leçon, c'est-à-dire que au-delà des conflits, des polémiques, des distensions qui peuvent être plus ou moins légitimes. Je pense à celles relatives, par exemple, à la climatisation, à l'écologie, etc. Eh bien, au-delà de ça, il y a eu une capacité
par le sport, à surmonter ces distensions, à surmonter ces oppositions. Donc ça veut dire que c'est possible. Et donc peut-être que ce mondial est justement un modèle nous montrant qu'on peut surmonter des dissensions alors qu'on vit une période dans le même temps qui est une période, c'est le moins qu'on puisse dire, pas seulement de tension, mais aussi de guerre. Merci à vous pour votre intervention, Raphaël Liogier. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes sociologue. Je rappelle que vous êtes aussi professeur à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. Donc, merci à vous pour votre intervention. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'est la fin de l'invité de la rédaction. Et on se retrouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve demain.